suscité des réactions. Comment vous avez analysé justement cette sortie du ministre de l'Intérieur? Merci Nana Aïcha. J'en profite encore pour saluer l'ensemble des téléspectateurs de la Sen TV. Et pour surtout en arriver à la question posée, je dirais juste que c'était tout à fait logique et que cette sortie du ministre de l'Intérieur était attendue. Dans la mesure où on a vécu 12 jours, disons, de couvre-feu, il fallait au terme donc de ces 10 jours-là, avant même qu'on puisse parler de prolongation, que l'autorité puisse se prononcer et surtout s'adresser donc à l'opinion publique nationale. Je pense que c'est ça qu'il a eu à faire et je pense qu'il l'a fait aussi avec la manière, quoi qu'on puisse dire. Effectivement, vous avez indiqué que ça a suscité beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Bon, cela va de soi parce que nous sommes dans une situation assez exceptionnelle et que l'autorité est obligée des fois d'être confrontée parfois donc à des situations qui l'amènent donc à communiquer d'une certaine façon, de manière assez particulière. Et ça, c'est l'urgence qui l'oblige. Je pense qu'il faudrait juste mettre, disons, cette sortie du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, dans ce cadre-là et dans ce contexte. Et surtout comprendre que, je pense, après l'avoir écouté, qu'il a eu à dire l'essentiel et que la suite, je pense que n'a fait que confirmer ce qu'il a eu à dire. Alors justement, c'est l'essentiel qui a eu également à susciter des réactions parce que beaucoup de personnes se sont demandé où est-ce qu'on s'est basé pour décréter encore l'état ou bien le couvre-feu pour 8 jours, sur quel texte, parce que la loi n'avait pas encore été promulguée et même malgré cela, il a également parlé du couvre-feu qui était programmé le 7 janvier alors que tout le monde a vu le décret qui était signé à la date du 6 janvier. Ça aussi, comment le comprendre? Bon, je pense que quand même sa déclaration a coïncidé avec une situation, disons, transitoire. Dans la mesure où on venait de terminer, de boucler les 12 jours, disons, de couvre-feu. Et donc, il était prévu quand même de prolonger, en fait, ce couvre-feu-là. Bon, c'est vrai qu'il y a eu, disons, différentes interprétations, disons, par rapport à l'heure même où ce couvre-feu a démarré. Mais l'essentiel est que moi je pense qu'au terme des 12 jours de couvre-feu, il fallait cette communication-là et il fallait surtout informer la population. Bon, on peut voir qu'à un moment donné, c'est vrai que, disons le 18, je pense que c'était la nuit du 18, on s'attendait à ce que le couvre-feu s'arrête. Bon, tantôt certains disaient qu'il n'y a plus de couvre-feu. D'un autre côté, d'autres disaient que le couvre-feu se prolonge. Mais je pense qu'à la nuit du 18, il n'y avait pas de couvre-feu. Le couvre-feu a été prolongé à partir de la nuit du 19 jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est le constat que tout le monde a fait. Mais c'est le ministre qui a soutenu carrément le contraire. Alors justement, Seyni Saliou, vous aviez parlé d'une violation de la loi. Vous aviez dit qu'on allait encore violer la loi. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui a été fait? Et la loi aussi continue d'être violée, comme je l'avais dit ici depuis le lundi. Parce que tant que l'article 69 de la Constitution reste intact, cela signifie que le président n'est pas habilité aujourd'hui à prolonger l'état d'urgence. C'est clair et net. C'est la Constitution qui est la charte, c'est-à-dire c'est la loi suprême. C'est la raison pour laquelle on dit c'est la loi fondamentale. Toutes les autres lois dépendent, c'est-à-dire de la loi constitutionnelle. Donc, dès l'instant qu'il y a une loi qui donne une prérogative à l'Assemblée nationale, le pouvoir de prolonger après 12 jours décrétés bien sûr par le président de la République, il revient exclusivement à l'Assemblée nationale. Quand bien même ces députés-là aurait déjà voté une loi qui donne au président aujourd'hui beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire tous les pouvoirs, mais tant que j'ai dit cet article-là reste intact, ça signifie que toujours nous sommes dans un cas d'inconstitutionnalité. Et ça, c'est clair. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est-à-dire c'est que dès l'instant que le ministre de l'Intérieur, qui doit mettre en œuvre tout cela, se trompe même du jour, parce que c'est ça qui est extrêmement grave, et il a persisté aussi dans l'erreur. Parce que normalement, le couvre-feu devait prendre fin à minuit. C'était fini à minuit. Mais on a prolongé encore. Et vous savez ce qui est grave. Avant que le président de la République ne promulgue la loi, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a fait? On nous a sorti un arrêté de 1972, c'est-à-dire qui donne pouvoir au gouverneur de Dakar et de Thiès de prolonger encore, non seulement, c'est-à-dire de maintenir presque cet état d'urgence-là. Et si vous regardez même le préambule de l'arrêté, c'est-à-dire le décret sorti bien sûr par, comment dirais-je, du moins l'arrêté sorti par le ministre de l'Intérieur. Si vous regardez même dans le visa, oui. C'est-à-dire la nouvelle loi n'est même pas visée. La nouvelle loi
Ça veut dire que donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de la nouvelle loi qui donne au président de la République tous les pouvoirs ou bien toutes les prérogatives pour décréter, décréter le couvre-feu ou bien nous maintenir dans cette situation-là. Si réellement il y a un arrêté de 1972 qui donne au gouverneur la possibilité de nous maintenir dans cet état-là qui n'a rien à envier à l'état d'urgence. Oui. Donc, où est l'urgence, où est le besoin de voter une loi pour le président de la République? Ça, c'est une aberration. Parce que vous savez pourquoi ils l'ont fait? Oui, pourquoi? Parce que ce jour-là aussi, ils savaient bel et bien, dans la mesure où le président de la République n'a pas encore promulgué cette loi, donc on ne pouvait autrement que faire, c'est-à-dire faire appel à un arrêté de 1972 pour dire que le gouverneur de Dakar et le gouverneur de Thiès, quand même, ils ont aujourd'hui tous les pouvoirs pour nous maintenir dans cet état. Donc ça a été fait de manière délibérée? Non, délibérée. Et j'ai dit aujourd'hui, si vous regardez la loi, les gouverneurs, ils n'ont aucune possibilité, c'est-à-dire pour maintenir ou bien pour prolonger l'état d'urgence dans les régions où ils sont. Alors, Abdoulaye, pourquoi autant de cacophonie alors dans tout ce qu'on voit autour de la loi, de la communication? Comment on l'explique? En tout cas, il est vrai qu'il y a une nouvelle loi votée, adoptée par l'Assemblée nationale. Il est vrai qu'il y a une nouvelle loi qui a été promulguée, mais il est vrai qu'il n'y a pas encore une loi officielle et par rapport justement à son utilisation, étant donné que nous attendons tous sa publication dans le journal officiel, raison pour laquelle on utilise justement le terme juridique, nul n'est censé ignorer la loi à partir de ce moment. Cependant, aujourd'hui, le couvre-feu a été prorogé de 8 jours. Est-ce qu'il n'est pas lieu de s'arrêter pour nous demander et nous poser des questions par rapport à la pertinence du couvre-feu si l'on sait que pendant 12 jours, les cas de Covid n'ont cessé justement d'augmenter, les cas de décès n'ont cessé d'augmenter, les cas de personnes admises en réanimation n'ont cessé d'augmenter dans les régions de Dakar et de Thiès, mais également par élargissement dans les régions de Louga, de Diourbel, mais également de Kaolack. C'est là où il faudra impérativement nous arrêter et nous poser la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en dehors du couvre-feu, avoir justement une communication hybride par rapport à des solutions arc-en-ciel, mais pour un objectif unique qui est véritablement d'aller dans le sens de combattre drastiquement justement la propagation de ce virus. Ma foi, je me dis qu'il y a eu un arrêté ministériel demandant justement le port obligatoire du masque justement dans les lieux publics et privés, mais également dans la rue. Mais l'on sait pertinemment que dans la rue, le port du masque n'est pas totalement respecté, d'où l'urgence, à mon avis, de mettre le focus sur l'obligation pour chaque citoyen et pour tout citoyen, justement de porter le masque lorsque nous sommes dans la rue. Et je crois bien que c'est là où les forces de l'ordre devraient pouvoir jouer pleinement un rôle central par rapport au suivi du port du masque, mais lutter également contre le banditisme, lutter contre les agressions, lutter contre les vols. En plein jour, si on voit gendarmes et policiers, je crois bien que ça peut être un bout de solution. Maintenant, pourquoi s'arrêter sur les régions de Dakar et de Thiès uniquement alors que les chiffres montrent autre chose? Parce qu'en réalité, à la veille même à la veille de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire assorti de couvre-feu dans les régions de Dakar et de Thiès, mais la veille, rien que la région de Kaolack avait beaucoup plus de cas communautaires que les régions de Dakar et de Diourbel. C'est là où véritablement... Jusqu'à aujourd'hui. C'est là où véritablement c'est là où se pose véritablement le débat. Il faut impérativement, je pense, changer de paradigme parce que nous avons eu à utiliser des méthodes qui se sont montrées efficaces lors de la première vague, mais pourquoi ne pas les reconduire, sinon les intensifier, les densifier pour aller dans le sens, à mon avis, de lutter contre cette pandémie, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État du Sénégal, mais c'est l'affaire de tout le monde. Alors justement, on parle de couvre-feu de 21h à 5h du matin dans les régions de Dakar et de Thiès. Abdoulaye l'a dit tout à l'heure. Comment expliquer cela également? Pourquoi seulement dans les régions de Dakar et de Thiès, alors qu'on sait que dans les autres régions aussi, le Covid-19 est en train de grimper. Merci Nena Aïcha, mais permettez-moi un peu de revenir sur le commentaire de mon ami Seigne Saliou Gueye, pour dire que en fait l'interprétation des lois ou de manière générale des textes juridiques, si on n'en fait plus, je pense qu'il faut dire tout simplement que le droit aura perdu son essence. Dans tous les cas, un texte juridique est fait pour être interprété. Donc on peut comprendre bel et bien le débat qui a suivi en fait la sortie du ministre de l'Intérieur. Bon, tout un chacun peut trouver un argumentaire jugé pertinent, plus ou moins.
Mais toujours est-il que je pense qu'il y a une situation réelle qui est là et à laquelle il fallait faire face. Et je pense que c'est ce que le gouvernement a fait. Et je pense que c'était dans ce sens que le ministre de l'Intérieur a pris donc l'initiative de communiquer et pour surtout rassurer et informer, disons, l'opinion publique. Pour en revenir un peu sur la pertinence de cet état d'urgence-là, je pense que dès lors qu'il a été retenu et que tout le monde a accepté, que désormais nous allons vivre avec le virus, il n'est plus question donc d'arrêter l'économie, il n'est plus question de penser donc à confiner les populations dans leur ensemble, sur l'ensemble du territoire national. Mais il est évident que faire peu est toujours meilleur que ne rien faire du tout. Et je pense que si on regardait du côté de l'impact, disons, de ce couvre-feu, aussi minime soit-il, l'impact sera beaucoup meilleur que si on était resté, disons, sans couvre-feu. Parce que... oui, ça on comprend, mais pourquoi pas une stratégie globale? Oui. C'est la question qu'on se pose. En fait, moi je pense que on peut être dans cette dynamique de la stratégie globale, mais à la limite progressive. On commence par une région, par 2 régions, mais ça peut s'étendre au fur et à mesure selon la propagation, disons, de cette maladie-là. Et je rappelle encore une fois que c'est une maladie très dangereuse. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais de l'autre côté aussi, il faut accepter le fait que nous sommes dans une situation très délicate. D'un côté, il faut arrêter la propagation de la maladie. D'un autre côté aussi, il faut se soucier, disons, du bon fonctionnement de l'économie. Parce que si l'État pensait, disons, élargir cette mesure-là et même peut-être en arriver juste à un confinement, disons, général, ce sont les populations qui vont sortir. Qui vont sortir pour dire que nous n'en voulons plus. Et je pense que les émeutes ou en tout cas les manifestations auxquelles on a assisté dans certains quartiers de Dakar le prouvent à suffisance. Donc encore une fois, moi je pense que le fait de décréter le couvre-feu dans les régions de Thiès et de Dakar, et il ne faut pas oublier que c'est les régions en fait qui comptent, disons, le plus de population. On commence par là et au fur et à mesure, on va progresser. Je terminerai pour dire que on peut, disons, dans cette stratégie, s'inspirer de ce qui se passe un peu ailleurs. En faisant un peu, disons, appel à un benchmarking. On peut voir ce qui s'est passé en France. Oui. C'est quelques départements. Au fur et à mesure, ça a été étendu. Et je pense que c'est une stratégie qui peut inspirer un État comme le nôtre. Et je pense que ce qui a eu comme résultat, bon, c'est vrai qu'il dit que on a instauré le couvre-feu à Dakar et à Thiès, alors que les cas augmentent à Kaolack, mais on arrivera à Kaolack. Mais toujours est-il qu'il faut essayer au moins quelque chose, et on est dans cette stratégie peut-être évolutive qui nous permettra à terme de contenir, disons, la propagation de la maladie. Alors, Abdoulaye, dans ce cas également, les partis politiques sont interpellés. Quel rôle aujourd'hui pour les partis politiques dans cette lutte contre le Covid-19? Effectivement, les partis politiques ont un rôle central à jouer, étant donné que les partis politiques sont des relais. Les partis politiques ont des cellules dans les quartiers, des comités dans les quartiers. Les partis politiques ont des coordinations ou des fédérations ou des CA. Je crois bien que, étant donné qu'il y a toujours mobilisation derrière ces formations politiques devraient également entrer dans la danse de la communication. Ces partis ont des relais à tous les niveaux, à toutes les échelles, dans les quartiers, dans les départements, dans les régions, même au niveau de la diaspora. Donc, ce sont des formations qui doivent impérativement jouer un rôle central dans la lutte contre justement le Covid-19. Si vous prenez aujourd'hui l'Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir, c'est des personnes, des femmes et des hommes, des jeunes qui doivent également prendre leur bâton de pèlerin pour jouer leur partition à travers leur quartier, à travers leur lieu d'habitation, à travers leur région ou département, parce qu'en réalité, ils sont soit directeurs généraux, ils sont soit ministres, ils sont soit représentants du peuple, ils sont soit présidents du conseil d'administration, ils sont soit militants ou sympathisants connus et reconnus et respectés, ils sont soit à la base au niveau justement des associations sportives et culturelles. Partant de ces remarques, je crois bien que
ce serait une aubaine quand même que l'on sente mieux les partis justement politiques, parce que en fait la politique ce n'est pas seulement ce que l'on voit sur la scène, mais la politique également, il y a un humanisme à dégager, il y a un centre d'intérêt à montrer, à dévoiler lorsque véritablement il s'agit des questions qui intéressent la marche globale du pays, surtout à travers une crise sanitaire comme celle-là qui ne cesse de faire des ravages un peu partout à travers le Sénégal. Et pour cela, je me dis qu'assez souvent les partis, au-delà de communiquer uniquement et de se contenter de communiquer, devraient également pouvoir prendre la parole à travers aujourd'hui les nouveaux outils que l'on sait avec les techniques de l'information et de la communication, pour que l'on puisse voir un président comme Moustapha Niasse parler aux militants de l'AFP et ses sympathisants, voir Madame Aminata Mbengue Ndiaye parler à ses militants et sympathisants, etc., voir dans les partis d'opposition Mamadou Diop Decroix, etc., parler à leurs militants et sympathisants. Ça peut également être un impact bon justement dans la lutte contre la pandémie qui sévit au Sénégal depuis le mois de mars.